se pose sur ce type de littoral, c'est qu'il est très attirant, mais aussi il est fragile. Donc comment concilier protection de l'environnement et cette attractivité qu'il faut maintenir, mais il ne faut pas que l'attirance de millions de visiteurs détruise ce qui attire justement. Donc il faut concilier tout cela. C'est le problème du tourisme durable, du développement durable de façon générale. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour ce travail de terrain qui est extrêmement important dans la mesure où vous avez associé cette fois-ci, j'en suis ravie, l'érosion côtière des plages et l'érosion côtière des falaises. On est au cœur de ces problématiques au niveau de la région et il est important de noter que nous privilégions bien sûr les études globales, les études liées aux cellules hydrosédimentaires. Voilà, nous sommes plus dans un travail de prospective régionale sur l'évolution de ce trait de côte et je crois que nous allons aujourd'hui pouvoir voir de près un certain nombre de ces problématiques sur 4 communes, je crois. Vous allez voir au cours de cet atelier qu'on va discuter de problèmes d'érosion marine. On va discuter aussi de dangers un peu sournois qui ne se voient qu'avec un œil averti, c'est l'instabilité des falaises. Sur le sentier littoral, c'est de compétence de l'agglomération. On a de gros soucis chaque année. C'est environ 1,5 million d'euros chaque année pour refaire les portions de sentiers qui disparaissent. Alors on se pose la question des fois de savoir si on va laisser le sentier où il est et continuer à investir 1,5 million ou si on va déporter le sentier. On va écouter, on va échanger, on va discuter, on va proposer. C'est le but de ces ateliers. Un petit rappel géologique très rapide. Donc là, on se trouve à l'ouest du massif des Morts, un massif cristallin de roches primaires qui ont été déformées, métamorphisées avec des hautes pressions, des hautes températures. Autour de ce massif, on trouve une dépression permienne qui est le fruit de l'érosion du massif initial des Morts, qui était beaucoup plus élevé à l'époque. Et on trouve ces formations d'alternance, d'arcose, de pélite et de grès qu'on a ici devant nous sur les falaises qui entourent la plage de la Coudoulière. Donc les problématiques d'érosion falaise côtière, en fait, elles se voient justement dans ce cas-là par la différence des matériaux entre des niveaux assez indurés de grès et puis des niveaux argileux plus fins qui font que du coup l'érosion se crée au niveau des niveaux beaucoup plus fins d'argile et on a ce qu'on appelle une érosion différentielle avec le basculement des blocs en fonction de la stratigraphie des roches, un basculement, une mise en surplomb et donc une déstabilisation de la falaise. Quand on regarde un peu l'évolution de ce trait de côte, là on parle uniquement de l'évolution de la ligne de rivage, on a quelque chose de très stable avec des taux d'évolution qui sont dans l'ordre de l'incertitude précise de cette mesure. L'originalité et la particularité de ce site, c'est qu'une fois que le conservatoire littoral a été propriétaire, avec la commune, nous avons engagé une démarche de réalisation du plan de gestion pour un petit peu savoir ce qui et mettre à plat, je dirais, les interventions de gestion sur ce site pour les 10 années à venir. Jusqu'à présent, nos plans de gestion se limitaient aux propriétés du conservatoire littoral, mais dans un contexte de gestion un petit peu global des zones côtières et de cette arrière-plage de la Coudoulière, nous avons souhaité, et la commune était favorable, à ce que ce plan de gestion déborde un petit peu de ses limites. Aujourd'hui, c'est des opérations qui ne sont pas encore engagées, mais elles prévoient d'une part le recul, la suppression et le recul de l'aire de stationnement sur lequel nous sommes garés sur ma gauche, un désenrochement progressif du haut de la plage, puisque Alexis Stépanian l'a bien précisé, on a un trait de côte, une plage qui est relativement stable, qui a quand même été un petit peu bouleversée par des travaux, notamment de remblaiement, et nous sommes sur le tas de remblai qui a inversé finalement la courbe naturelle de cette plage. Et aujourd'hui, progressivement, on le voit bien, hein, la mer reprend sa place et le trait de côte, progressivement, va revenir dans une situation convexe, alors qu'aujourd'hui, on est légèrement bombé.
parler d'une étude sur les relations érosion-végétation qui a été menée par l'ONF en partenariat avec le BRGM. L'objectif, c'était un petit peu aussi de sortir justement les zones où la végétation va avoir une influence pour après savoir si c'est des zones où il pourrait y avoir une gestion particulière de l'érosion en lien avec voilà, la gestion de la végétation, ou éventuellement voir des zones où il peut y avoir des travaux de revégétalisation qui peuvent être mis en place, voire de génie biologique. Sur un arbre, en fait, ce qui va avoir une forte importance, ça va être d'une part toute la partie végétative et extérieure qui va avoir une influence forte sur l'interception de la pluie, qui donc souvent va limiter les phénomènes de ruissellement de par cette interception. En revanche, il faut quand même garder à l'esprit que les arbres peuvent aussi avoir éventuellement un rôle déstabilisateur. Là, on a un petit peu un exemple avec cet arbre qui a jusque-là eu un rôle de retien de la zone de la côte avec ses racines, mais on peut facilement imaginer, vu son emplacement, qu'un jour il va tomber et qu'il aura l'effet inverse, à savoir qu'il va déstabiliser d'un seul coup une grande partie de la zone. Le contrat de baie est né dans les années 90 parce qu'il y avait un problème de qualité d'eau, notamment bactériologie, sur la question de la qualité des eaux de baignade et également la production de coquillages dans la baie du Lazaret. En fait, le contrat de baie, c'est un peu le schéma local d'application des démarches de type directive cadre européenne sur l'eau, directive stratégique milieu marin, des CSMM, le stage également avec son programme d'action, et localement nous organisons effectivement les actions sur la rade de Toulon avec l'ensemble des acteurs de la rade de Toulon. On a eu une très nette amélioration des plages, de la qualité des eaux de baignade, puisqu'aujourd'hui toutes les plages sont classées comme excellentes dans l'ensemble du territoire du contrat de baie. Et nous avons aussi également mis en place un système d'aide à la décision sur la gestion de la qualité des eaux de baignade avec des analyses rapides. Au lieu d'avoir effectivement les analyses par microplaque qui donnent des résultats en 48 heures, 72 heures, on a des analyses rapides en 3 heures qui permettent d'être réactifs en cas de suspicion de pollution. On se rend compte qu'aujourd'hui on a une contamination dans un secteur qui se situe sur une tranche de 10 cm environ. Le pic de pollution que nous retrouvons sur l'ensemble des contaminants, mercure, plomb, etc., se situe vers environ la période du sabordage de la flotte à peu près, la période de la guerre. Malheureusement, il n'est pas très profondément enfoui et à la faveur d'une tempête, à la faveur comment dire, un passage de navire un peu gros qui passe au ras du fond avec des grosses hélices, de travaux maritimes, de dragage, on peut avoir une remise en situation de ces sédiments. C'est ici qu'on a décidé de juste vous faire un petit topo sur le programme de recherche, le programme VALS. Donc VALS, c'est pour vulnérabilité et adaptation pour les sociétés face aux érosions de falaises côtières en région PACA. L'objectif de ce projet, c'était donc déjà de travailler de manière interdisciplinaire entre les sciences humaines et les sciences géologiques. L'idée, c'était de quantifier l'érosion sur les falaises littorales, donc aller au-delà du simple aléa qu'on avait identifié auparavant, évaluer l'occurrence des éboulements de falaises, qualifier le comportement humain en termes d'usage et de fréquentation et de gestion, et puis améliorer la connaissance et aider à la gestion du territoire littoral. Sur 80 ans, on a regardé, et le taux de recul moyen, alors attention, c'est toujours le problème de la moyenne, c'est que c'est pas représentatif de chaque événement, mais est de l'ordre du millimètre par an. Et donc on a regardé quel type de forçage aussi. On en parlait tout à l'heure, est-ce que le forçage dominant est la mer ou est-ce que c'est plutôt l'action météoritique, c'est-à-dire l'action des précipitations? Comment caractériser vraiment l'action de la mer sur un jeu donné qui est en vue aérienne? Donc c'est là qu'est venue l'idée d'utiliser une méthodologie qui nous permet de regarder les falaises de face. Et c'est là que le projet a permis de scanner des falaises par bateau. Le résultat, c'est un nuage de points en 3 dimensions qu'on a. Donc on a le nuage de points et le jeu des photos qui nous permet de reconnaître la géologie et d'identifier les endroits où il peut y avoir de l'érosion. Cela nous a permis donc d'identifier directement des patchs d'érosion et de les localiser sur l'ensemble du secteur étudié.
public et préserver la biodiversité, parfois ça peut être un peu compliqué. En général on y arrive, c'est une question de plan de gestion, d'organiser les déplacements. Parfois on met en défense des zones particulièrement riches, donc ce n'est pas le cas ici, mais il y a certains sites où on va le faire. Et puis l'ouverture au public nous impose la question de la sécurité du public. Et donc les travaux qui ont été réalisés avaient un grand objectif de sécurisation, puisque nous avions découvert, enfin nous avions observé des désordres sur la falaise avec des cailloux et des rochers qui tombaient sur la plage. Et donc là on est en plus dans une problématique plage, puisqu'elle est extrêmement fréquentée en période estivale. Cette réflexion a été commencée par 2 études. Donc une étude géotechnique pour savoir sur quel sol nous nous trouvions, pour savoir comment réaliser les travaux. Et une étude de maîtrise d'œuvre qui a été donc confiée par Marchés Publics à l'ONF, avec une réflexion sur des techniques qui pouvaient être mises en place, sachant qu'on est sur un espace naturel sensible, donc des techniques douces destinées également à préserver l'environnement. On a eu pour consigne, et c'était à juste titre, de laisser la protection grillagée, de faire des aménagements dessus pour essayer de l'optimiser. Donc c'est ce qu'on a fait. Et on a essayé également de gérer, en plus de l'érosion maritime, comme on a pu le voir ce matin, gérer toute la partie écoulement superficiel qui pouvait venir charger en eau le versant et le talus qui a glissé en 2008. L'ensemble constitue un coffre en fait en bois qui est rempli des matériaux du site. Donc, on a de cette façon limité les apports de matériaux exogènes. C'est un ouvrage autostable, un ouvrage poids, qui a pour but de 1. Supporter la poussée du talus amont et 2. Protéger le pied du versant de l'érosion marine. On a joué la sécurité en mettant une couche de grillage pour retenir les pierres pour retenir les pierres plus petites derrière, et un géotextile et ensuite les matériaux du site. Il faudrait qu'on intègre dans les raisonnements ce fonctionnement du système falaise-plage, comme fonctionne un système d'une plage. À chaque fois qu'on coupe une plage de la dune, on va vers des gros problèmes. Donc je vous alerte là-dessus. Effectivement, je suis d'accord avec l'idée qu'il faut, dans la mesure du possible, laisser les espaces naturels évoluer par eux-mêmes et être le moins interventionniste possible. On en vient toujours à la même conclusion, on a des intérêts contradictoires. Les intérêts contradictoires, c'est la nature d'un côté et de l'autre côté, une nécessité d'accueillir du public et de le canaliser, de gérer son accueil. Aujourd'hui, on est sur un espace naturel sensible qui appartient au département. Aucun élu chez nous n'accepterait, parce qu'il faut laisser la falaise tomber, on le sait, hein, toute falaise tombe, ça c'est une réalité. Sur les espaces naturels sensibles, on a les falaises du littoral, on a les falaises intérieures, on a des trous, on a des gouffres, on a de tout, donc on connaît la problématique. Mais il n'y a aucun élu qui accepterait qu'on laisse une falaise tomber et mettre en danger des populations. La difficulté du site, c'est que effectivement la roche est particulièrement altérée et il y a un couvert végétal assez important. Alors il y a pas mal de glissements de terrain qui ont été recensés sur ce site-là, notamment l'événement assez connu, c'est celui de 1976 au Point des Galles. 2 mots sur la morphologie, la géomorphologie de la plage. Hein. Donc vous pouvez voir qu'on est sur une plage à sable grossier, voire quelques graviers. C'est une plage assez originale au niveau du littoral et assez emblématique dans la mesure où on est vraiment sur une plage de poche qui est située au fond d'un cap. Elle est intéressante parce qu'elle n'a pas subi d'aménagement de rechargement massif. Donc les taux d'évolution qu'on peut mesurer, on peut leur faire relativement confiance. Les taux d'évolution depuis 1920 sont de l'ordre de 0,2 à 0,3 mètres par an. Donc on est sur, je l'appellerais quelque chose de stable, avec une perspective négative quand même, sachant qu'elle n'est alimentée que par l'érosion de la falaise en arrière. Sur cette plage, on a des dépôts, vous avez dessus, les dépôts de Posidonie, qui sont les dépôts des débris de l'herbier, qui est situé plus au large, et qui constitue un intérêt... Une forêt sous la mer. Une forêt sous la mer et le poumon de la Méditerranée en termes de biodiversité.
les années 70-80, il a fallu penser à des systèmes de protection, parce que comme vient de le dire M. Stépanian, le site est en érosion assez constante. Du fait qu'il n'y ait plus les apports sédimentaires qui ont été déviés sur l'autre partie, et de par l'ensemble des aménagements, que ce soit les salins avec le canal de ceinture et la route. Donc les premières consolidations qui ont été faites, c'était des blocs en enrochement avec des pieux en bois, donc vraiment sur du dur, qui n'ont pas forcément montré leur efficacité. Donc il y a toujours eu des réflexions à mener pour la gestion de ce tombolo, jusqu'en 1996 où une tempête est venue détruire la route. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la route, là où vous êtes, en fait c'est une deuxième route. La première était un peu plus en avant et c'est la première qui a été détruite. Le cordon est détruit régulièrement par les tempêtes. Et la commune, en termes de gestion, on essaie de reformer ce cordon de manière le plus naturelle possible. Donc on fait des apports de sédiments et on réutilise au sédiment, on le mélange avec des laisses de posidonie qu'on récupère sur les plages au printemps. On essaie de compenser ces érosions par des enrochements des épis sur la route du Ceinturon, que vous voyez par là-bas. Et donc là on est sur un système qui était naturellement à l'équilibre, qui est entré dans un déséquilibre figé en raison essentiellement des ouvrages. Pendant plusieurs années, on a été pomper le sable qui s'accumulait dans cette zone-là pour venir la reposer là où on se situe, puisque c'est le point vraiment le plus sensible à l'érosion là où on est. C'est pas concluant comme solution, puisque l'érosion est toujours là. Donc la ville a mené en 2010 et 2012 des études de définition de travaux. Donc soit il y a deux grandes possibilités qui s'ouvrent à la ville dans le choix. Soit on continue les épis qu'on voit un peu plus au nord, et puis on se fait notre lignée d'épis et puis de petites plages en alvéole jusqu'au bord de Hyères, parce que finalement le bord de Hyères ça fait une cellule. Soit on va beaucoup plus loin dans la réflexion et on imagine un site autrement, avec notamment le fait de refaire une plage à l'équilibre, d'avoir une dune. Par contre, pour ça implique d'empiéter sur la route. Et on a étendu la réflexion sur la problématique de submersion, puisqu'aujourd'hui on sait qu'il faut s'attendre à une élévation du niveau de la mer. Vous le voyez, on est quand même sur des terrains assez plats. En remontant un petit peu, on le voit là, l'hôtel de plein sud, il y a un petit marais aussi devant. On se pose énormément la question, les tempêtes aujourd'hui, jusqu'où l'eau peut monter, les tempêtes à l'horizon 2100 avec 60 cm d'élévation du niveau de la mer, jusqu'où elles iront. Grande question. Je remercie tous les organisateurs pour cette visite de terrain qui a été très réussie, très intéressante. Moi j'ai appris beaucoup de choses, donc on les applaudit tous. Hein. Voilà.